Bonjour à tous. Alors, la première chose de première que nous devons réviser pour bien commencer l'année de terminale, c'est de savoir comment calculer le rendement d'une synthèse. Alors, pour cela, vous allez recopier de nouveau la méthode dans votre cahier de terminale et faire quelques exercices d'entraînement pour vérifier que vous êtes au point là-dessus. Alors, tout d'abord, lorsque l'on va faire une réaction chimique, on va mettre un certain nombre de molécules en contact en espérant qu'elles réagissent les unes avec les autres, et elles vont réagir, mais on n'aura jamais 100% des molécules qui vont réagir. Donc on obtiendra toujours moins de produits au final que ce que l'on aurait pu espérer si toutes les molécules avaient réagi entre elles. Donc là, ce qu'il faut écrire, c'est la définition de ce qu'est un rendement. Le rendement d'une synthèse, c'est le rapport de la quantité de produits obtenus expérimentalement par la quantité maximale de produits que l'on aurait pu obtenir si la réaction avait été totale. C'est-à-dire, en fait, finalement, c'est le pourcentage de molécules qui ont réagi parmi celles que l'on a introduites. Notre but, c'est d'en faire réagir le plus grand nombre possible. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et souvent, on n'a qu'un certain pourcentage des molécules qui a réagi. Ce pourcentage, c'est le rendement. Donc, recopiez bien la formule, hein, c'est quantité de matière obtenue expérimentalement divisé par quantité de matière que l'on aurait pu obtenir au maximum si la réaction avait été totale. Le rendement, donc, c'est un pourcentage qui va nous renseigner finalement sur l'efficacité de la réaction, sur le pourcentage de molécules qui ont réagi. Si on a un rendement de 90%, cela signifie donc que 90% des molécules introduites au départ ont réagi, et il y a donc 10% des réactifs de départ qui n'ont pas réagi et qui vont dans nos pertes. Alors, on va appliquer la méthode sur un exemple, et vous devez donc recopier dans votre cahier cet exemple, qui vous servira de modèle pour calculer le rendement dans d'autres cas. Alors, tout d'abord, considérons la réaction suivante, hein, la réaction du dioxygène O2 avec le sucre pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors celle-ci est équilibrée, il faut faire attention, il y a des coefficients stoichiométriques. On a mélangé, on nous donne les conditions initiales, hein, 40 g de dioxygène et 25 g de sucre, et au final on a obtenu 29 g de dioxyde de carbone. Avec tout cela, hein, sachant combien on a introduit, combien on a obtenu, on va pouvoir calculer le rendement de la réaction. Pour cela, il nous faudra quand même les masses molaires. Tout ça, ce sont des informations que l'on va trouver dans l'énoncé et qui vont nous permettre de calculer le rendement. Alors, on va dérouler maintenant l'ensemble de la méthode. Et la première étape, c'est de calculer les quantités de matière de chacun des réactifs. Alors, là, je reprends simplement la donnée qui était dans l'énoncé, hein, 40 g de dioxygène et 25 g de sucre, hein, c'est 6H12 O 6. Et on va calculer les quantités de matière correspondantes. Alors, calculer les quantités de matière, vous savez que vous connaissez principalement deux formules. Pour les solides, ou alors lorsqu'on vous donne une masse, la formule N égale petit m sur grand M, la masse divisée par la masse molaire. Et donc on va l'appliquer ici pour le dioxygène et pour le sucre. Si on le fait pour le dioxygène, ça nous fait 40 divisé par 32, soit 1,25 mol de dioxygène qui ont été introduits au départ. Et pour le sucre, on a introduit 25 grammes avec une masse molaire de 180 grammes par mol. On obtient donc, en calculant la quantité de matière, 0,139 mol de sucre. Ensuite, une fois que nous avons calculé les quantités de matière, on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire établir le tableau d'avancement de la réaction. Établir le tableau d'avancement de la réaction, ça se fait de la façon suivante. On recopie l'équation de la réaction et on met bien trois lignes, état initial, état en cours, état final. Et on remplit le tableau d'avancement. Donc d'abord, on commence par l'état initial. À l'état initial, on vient de calculer à l'étape 1 les quantités de matière que l'on a introduites initialement dans le réacteur. Donc on a mis 1,25 mol de dioxygène et 0,139 mol de sucre. Y a-t-il, avant que la réaction ne commence, déjà du dioxyde de carbone et de l'eau? Eh bien non, puisque la réaction n'a pas commencé, donc on n'a pas encore obtenu les produits. Par conséquent, on peut dire qu'il n'y en a pas, on inscrit 0. Pour ensuite remplir ce qu'il se passe en cours de réaction. Eh bien,
il faut se dire ici que l'on avait mis initialement 1,25 mol de dioxygène, mais que l'on en a perdu, puisqu'une partie a réagi au cours de la réaction. C'est pour cela qu'on a un signe moins. Et les molécules de dioxygène, par la réaction, sont consommées 6 par 6. Donc on va écrire 1,25 moins 6x, x étant l'avancement de la réaction. Si je fais pareil pour le deuxième, je vais trouver 0,139 moins x, puisque les molécules de sucre sont consommées une par une. Il n'y a donc un chiffre 1, c'est-à-dire rien d'écrit, devant le x. Du côté des produits, évidemment, la quantité des produits, elle va augmenter à mesure que la réaction se fait. Par conséquent, on n'aura pas un signe moins, mais un signe plus. Ici, on fabrique les molécules de dioxyde de carbone 6 par 6, on va donc avoir 6x, et pour les molécules d'eau, 6x aussi. On peut remplir ensuite la ligne de l'état final, qui est très simple, puisque c'est la même ligne, sauf qu'au lieu d'écrire x, on écrit xf, c'est-à-dire l'avancement final de la réaction. Maintenant, on peut passer à l'étape 3. L'étape 3, une fois que l'on a rempli le tableau d'avancement, c'est de déterminer qui est le réactif limitant. Pour déterminer qui est le réactif limitant, il faut toujours résoudre les deux équations correspondant à chacun des deux réactifs égales à 0. Alors je m'explique. Donc en fait, on cherche le réactif qui va s'épuiser en premier. C'est lui que l'on appelle le réactif limitant. On va pouvoir envisager deux cas. Soit c'est le dioxygène O2 qui s'épuise en premier, et dans ce cas-là, ça veut dire que à la fin de la réaction, donc dans l'état final, pour le dioxygène, on est arrivé à 0, puisqu'il s'est épuisé, et donc on peut écrire que dans ce cas-là, 1,25 moins 6x max, puisqu'on va supposer qu'on est allé jusqu'au bout, donc on met cette fois un max et non pas f, donc 1,25 moins 6x max est égal à 0, signifie que la quantité de dioxygène a été épuisée. On peut donc en déduire une valeur de Xmax. Ici, en isolant Xmax dans cette équation, on retrouve bien Xmax égale 0,208 mol. Je vais faire la même chose maintenant en supposant que ce n'est l'autre réactif qui s'est épuisé, c'est-à-dire le sucre. Si jamais c'est le sucre qui s'épuise, donc le sucre dans l'état final c'est 0,139 moins X, l'avancement. S'il s'épuise, ça veut donc dire que 0,139 moins Xmax est égal à 0. En résolvant cette équation, on trouve Xmax égale 0,139. Il y a donc ici deux valeurs possibles dans l'avancement maximal de la réaction. Une seule est vraie et doit être conservée, c'est celle qui donne le résultat Xmax le plus petit. Donc ici, 0,139. C'est-à-dire qu'au bout de 0,139 mol de réaction, on aura épuisé le sucre et la réaction va s'arrêter. C'est donc du sucre qu'il manquera à un moment. Et la réaction ne pourra pas continuer. On a donc trouvé ici l'avancement maximal. Et le réactif limitant qui était le sucre. Maintenant que l'on dispose de l'avancement maximal, on va pouvoir déterminer quelle était la quantité maximum de CO2 que l'on pouvait obtenir, de dioxyde de carbone, CO2, que l'on pouvait obtenir. Alors, pour cela, il suffit de regarder, eh bien, du dioxyde de carbone, on aurait pu au maximum, à la fin, dans l'état final, si vous regardez, en obtenir 6x max. Connaissant la valeur de x max, qu'on vient de trouver qui vaut 0,139, eh bien, on peut en déduire la quantité maximale de CO2 qu'on pouvait obtenir, qui est de 6 fois 0,139, soit 0,834 mol. On vient donc de trouver quelle quantité de matière de dioxyde de carbone on pouvait obtenir au maximum si la réaction avait été jusqu'à l'épuisement du sucre. Et donc si la réaction avait été totale. Dernière chose, avant-dernière étape, il nous faut trouver dans l'énoncé ou bien calculer la quantité de matière de produits que l'on a réellement eu. Maintenant qu'on connaît celle qu'on pouvait avoir au maximum, on va chercher celle qu'on a réellement obtenue, et celle-ci est forcément inférieure à celle que l'on pouvait obtenir au maximum, évidemment. Ici, dans l'énoncé, on nous indique que l'on a obtenu 29 grammes de dioxyde de carbone. Connaissant sa masse molaire, on peut donc calculer la quantité de matière qui a été obtenue avec la même formule que dans l'étape 1, n égale petit m sur grand M. Finalement, eh bien, on trouve une quantité de matière de CO2
qui est de 0,66 mol, qui est bien inférieur aux 0,834 mol que l'on pouvait obtenir au maximum. Donc tout va bien. Connaissant la quantité maximale de CO2 qu'on pouvait obtenir, connaissant la quantité que l'on a réellement obtenue de dioxyde de carbone, eh bien, il ne nous reste plus qu'à calculer le rendement en appliquant la formule du tout début. Donc, on divise la quantité obtenue expérimentalement par la quantité que l'on pouvait obtenir au maximum d'après le tableau d'avancement, et on trouve ici 0,79. Il ne faut pas oublier que si vous voulez un pourcentage, il faut multiplier le résultat par 100. Prenez donc l'habitude de directement multiplier le tout par 100, et cela vous donne ici un rendement de 79%. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie en fait que 79% des produits que l'on a mis, des réactifs que l'on a apportés, ont été transformés en produits. Il y a donc 21% des réactifs qui n'ont pas réagi. Et c'est tout pour cette première révision. Bon courage pour les exercices.